Bienvenue sur le plateau de businessactuality.com. Nous sommes en décembre, samedi 14 décembre. L'année 2019 tire à sa fin. Et il paraît qu'en 2020, les Ivoiriens vont aller aux élections. Des partis politiques existants se battent pour aller à cette élection. Il y en a qui naissent, il y en a qui sont en train de naître. Et parmi ceux qui naissent, nous avons l'honneur de rencontrer Madame Annick Odile Petit, épouse Zago. Elle est juriste de formation, conférencière, consultante en leadership. Elle est conseillère municipale de la commune d'Atekoubé, une banlieue d'Abidjan. Et Madame Odile Petit, épouse Zago, est notre invitée. Pour la première fois, je dis bien pour la première fois, nous la découvrons pour que vous la découvriez aussi. Bonjour Madame Zago. Bonjour monsieur. Je voudrais faire une petite précision. Allez-y. C'est un parti qui est déjà né. Nous avons notre papier, nous sommes légalement constitués. Nous avons 3 années d'existence. Donc c'est un parti ivoirien. Nous sommes basés en Côte d'Ivoire. Vous êtes basé en Côte d'Ivoire. Et c'est l'Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, okay. UNCI. UNCI. Alors qu'est-ce qui justifie effectivement votre présence en terre française aujourd'hui? Nous sommes présents en terre française parce que nous sommes UNCI face à un grand défi, le défi de l'implantation. Et nous avons décidé d'implanter ce parti sur la terre française et également sur les autres pays d'Europe tels que la Belgique, l'Italie et puis les pays scandinaves. Donc, nous sommes présents pour présenter le parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire à la diaspora ivoirienne et également établir la délégation extérieure de ce parti. Nous avons un représentant au niveau de l'UNCI France. Alors, un parti politique, ça n'est pas un peu de trop pendant que d'autres existent? Pourquoi ne pas s'inféoder et en créer? C'est pas un peu trop? Non, je pense que c'est pas de trop. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est quand même plus de 24 millions d'habitants. Les idéologies sont diverses, les visions sont différentes. Nous, à l'UNCI, nous sommes un parti centre-gauche. Donc, ce n'est pas de trop. Les populations ivoiriennes même aspirent à l'arrivée de nouveaux leaders avec des mentalités nouvelles. Bien. Alors, je disais tantôt que c'est Madame Annick Odile Petit, épouse Zago, que nous recevions, qui est fondatrice de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Fondatrice du parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'on a UNCI. On a du mal parce que c'est la première fois qu'on vous rencontre. Oui. Et donc, vous voudriez vraiment nous excuser si nous écorchons un peu le nom de votre parti. Ok. Alors, madame, vous revenez de la Côte d'Ivoire et depuis une semaine, nous assistons au niveau de l'école ivoirienne, nous assistons à des morts. On assassine des élèves parce que ceux-là veulent aller en vacances. L'école ivoirienne, pour vous, comment est-ce que vous la voyez aujourd'hui? Vous parlez certes de l'école ivoirienne, mais moi je parle en général de la jeunesse, de cette jeunesse qui n'a plus peur, qui n'a pas peur d'utiliser des couteaux, des machettes pour se battre. Le mal est profond en ce qui concerne l'école ivoirienne. Pour nous, elle n'est plus compétitive. Alors qu'à l'UNCI, nous voulons une école ivoirienne compétitive, des diplômes qui seront reconnus sur le plan international. Nous voulons une école ivoirienne où, dès le primaire, les enfants pourront s'initier déjà à l'informatique. Il y a un mal qui est profond. Ce mal dépasse le cadre de l'école ivoirienne. C'est notre jeunesse ivoirienne qui n'a plus de référence. On parle de l'école ivoirienne, mais pensons à tous ces enfants-là, qu'on appelle enfants en conflit avec la loi. Les microbes, voilà. C'est les microbes qui manipulent les couteaux, qui tuent, qui pillent. Vous êtes de la commune d'Atekoubé. Oui, effectivement. C'est là-bas leur capitale. Hein? C'est la capitale des microbes. Non, je ne le crois pas. C'est un foyer de microbes, mais ce n'est pas leur capitale. Ne leur donnons pas de capitale. Donc c'est un fléau. La jeunesse ivoirienne qui est livrée à elle-même, la jeunesse ivoirienne qui n'a plus peur de tuer, piller. Nous, à l'UNCI, nous vous avons dit que nous ne pousserons jamais les enfants de Côte d'Ivoire dans la rue.
Parce que c'est de leur donner des mauvais modèles. Les microbes, comme les citoyens, le citoyen lambda les appelle, les enfants en conflit avec la loi, sont nés d'où? Sont nés de cette période post-électorale, cette période de guerre, cette période où les armes ont circulé. Ces enfants étaient spectateurs et sinon acteurs de cette violence. Le mal est profond. Pour l'école ivoirienne, nos solutions, comme nous vous l'avons dit, c'est de rendre notre école compétitive, remettre le goût du mérite à l'ordre du jour. Ce ne serait pas facile, hein? Pourquoi pas? C'est depuis près de 8 ans seulement que l'école ivoirienne, c'est un peu du vous-vous-là. Oui, oui. Sinon, avant ça, c'était sous Bédier. Est-ce que c'est de la faute de la ministre ou bien c'est la faute du système? Je pense que, à la vérité, rien n'est fait. Rien n'est fait pour rendre notre école meilleure. On veut contenter tout le monde. Qui est responsable? Mais un enfant qui est coupable? 8 sur 20, 9 sur 20 est passé, c'est pas normal. Avant, je me souviens, moi j'ai fait le collège, en Côte d'Ivoire, on ne passait pas comme ça. Les critères, les conditions étaient difficiles. Hein. Il y a un manque de volonté. Mais à qui la faute? Politique et des parents. À qui la faute? Les deux camps. Volonté politique et volonté des parents. Les parents sont bien heureux de voir leur enfant réussir au CEP, les enfants passer en classe. Mais avec quel niveau? Regardez l'expression des enfants. Les enfants ne savent plus écrire. La dictée n'est plus à l'ordre du jour. On ne motive plus les enfants à aimer la dictée. Les enfants ne s'expriment plus bien. La faute est dans les deux camps. Alors, Madame la Présidente, avant de venir, j'ai mené une petite enquête. Et il y a un monsieur qui avait sa femme qui portait une grossesse. Elle devait aller accoucher. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de bicyclette. Il était obligé, compte tenu de l'urgence, de mettre sa femme dans une brouette. Et puis arrivé à la maternité, la sage-femme étant absente, le temps de la retrouver, la dame s'est retrouvée, le bébé et elle-même, les deux sont décédés. Comment, en tant que leader d'opinion aujourd'hui, quel regard vous portez sur la santé, l'amélioration de la santé en Côte d'Ivoire? Le parti UNCI a un projet de société. Et dans ce projet de société, la santé est le fer de lance de ce projet. Pour nous, nous devons révolutionner la santé en Côte d'Ivoire. Quand vous dites révolutionner, le système de santé en Côte d'Ivoire est nul. Pour un pays comme le nôtre, nos hôpitaux sont de véritables mouroirs. Quand vous parlez du cas de cette dame, les gens vont à l'hôpital pour trouver solution. La solution qu'on leur donne, c'est la mort. Vous partez dans nos centres, nos CHU, nos centres communautaires, vous voyez des malades amènent le sol. Il n'y a pas d'appareil adéquat. Et nous, ça nous brise le cœur. C'est pour cela que dans notre projet de société, nous avons parlé de la révolution médicale. Et je prends toujours l'exemple de Cuba, ce petit pays sous embargo, mais qui a le meilleur système de santé du monde. Pourquoi nous, la Côte d'Ivoire, avec toutes ces énergies, avec ce que nous avons comme potentiel, cette richesse du sol et sous-sol que Dieu nous a donné, pourquoi n'arrivons-nous pas à relever le niveau de notre hôpital? Il ne faut plus qu'un Ivoirien qui a les moyens aille se soigner à l'étranger. Il faut que les Ivoiriens qui ont les moyens restent aussi dans leur pays. C'est un cri de cœur, l'espérance de vie, qui est très basse. En Côte d'Ivoire, l'espérance de vie, c'est 62 ans. Nous avons une guerre à mener contre ce système de santé défaillant et contre la pauvreté. Parce que c'est la pauvreté qui a poussé ce monsieur-là, n'ayant pas de moyens, à mettre sa femme dans une brouette, aller à l'hôpital. À l'UNCI, nos projets de société, c'est améliorer le système de santé, travailler à la famille et puis également lutter contre la pauvreté. Madame, vous venez d'arriver de la Côte d'Ivoire. Avec votre franc-parler, quels sont vos rapports avec le pouvoir en place? Je n'ai aucun problème avec le pouvoir en place. Pourquoi je dis je n'ai aucun problème? Parce que... Vous pactisez? Non, c'est pas que vous êtes de connivence? Non. Vous êtes un envoyé, vous êtes commandité? Non. Non, c'est tout simplement parce que nous nous situons comme une opposition modérée. C'est-à-dire? Une opposition modérée, c'est-à-dire que quand nous voyons, s'il y a quelque chose qui est bien, nous dirons c'est bien. Quand c'est mauvais, nous dirons c'est mauvais.
Mais pour le moment, rien ne va. Rien ne va. Nous, notre souci, c'est toujours d'interpeller le gouvernement au dialogue. Est-ce qu'il entend? Au dialogue inclusif. Est-ce qu'il entend? Il fait la sourde oreille. Alors? Ou bien, ce gouvernement joue au demi-sourd. Au demi-sourd. On entend un peu, on n'entend pas. Mais c'est alarmant. La Côte d'Ivoire mérite plus que ça. Pensons à l'avenir des enfants. Pensons à ce que nous allons léguer à ces enfants-là, qui sont tout petits, qui grandissent, mais qui ne sont pas dans la sphère politique. Nous voulons une année 2020 des élections apaisées, justes et transparentes. Nous voulons que le gouvernement mette un peu d'huile dans son vin. Je plaide. Vous plaidez? Je plaide. Vous êtes en état de faiblesse? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que vous savez, dans ma toute jeune expérience politique, j'ai compris une chose, que la fonction présidentielle est la fonction où on échoue le plus. C'est une fonction où on est très mal noté. Vous n'y êtes pas encore arrivé. Et quand on n'y est pas arrivé, mieux vaut être sage, avoir des propos sages. La modération n'est pas une faiblesse. La modération, c'est la sagesse. Et comme je le disais, je n'ai jamais vu un président de la République qui a pu avoir 16 sur 20 ou 15 sur 20. Donc c'est une fonction présidentielle où généralement on est très mal noté. En dehors du pouvoir politique, c'est facile de critiquer, mais une fois qu'on rentre, nous constatons que la parole n'est plus sacrée. Vous êtes candidate? J'ambitionne. Vous ambitionnez d'être candidate à l'élection de 2020. Oui. Madame, la crainte de tous les Ivoiriens, c'est qu'il y a une composition de la CEI qui est décriée, malheureusement reconnue par la communauté internationale. Vous pensez qu'avec cette CEI-là, vous pouvez prétendre même avoir 1% ou 0,2% ou être élu? D'abord, l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Un parti politique, ce n'est pas une association à but lucratif, une association de bienfaisance. On se met en parti politique parce qu'on a des idées, parce qu'on a une vision pour le pays. Effectivement, conquérir au suffrage universel en participant aux élections, c'est proposer un projet de société aux Ivoiriens et c'est également remplir des conditions. Jusqu'à présent, le code électoral nous a dit que quand on veut se présenter à une élection, il faut déposer une caution de 20 millions. Il faut avoir... C'est remonté à 100 millions maintenant. Ce sont des paroles. Oui, en Côte d'Ivoire, c'est le président de la République qui décide. M. Ouattara décide et vous appliquez. Nous avons une Assemblée nationale qui doit voter. Il est majoritaire, M. Alassane. Qui dit que ça passe partout? Et moi, je considère que jusqu'à présent, ce sont des paroles, ce sont des propositions qui ont été faites. Proposer que la caution monte à 100 millions de francs CFA. Oui, à supposer que l'Assemblée nationale valide les 100 millions. Comment vous allez faire pour retrouver ces 100 millions? Vous allez encore mettre vos militants en contribution? Mais pourquoi ne pas se battre pour trouver des financements et aller à cette élection? Ce que je voulais dire, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi on participe à une élection présidentielle. Si les gens comprenaient, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout ce marivaudage, toutes ces mots. Il y en a qui disent que on ne peut pas aller à une élection présidentielle si on n'a pas 100 millions. Il faut être riche pour être président, mais c'est faux. Pour être président de la République, ce sont les idées d'abord. Oui, c'est le programme d'abord. Oui, et puis les cautions. Même le président de la République, ce n'est pas lui qui sort de l'argent de sa poche pour payer sa caution. Il met à contribution les membres de son parti. Vous allez faire pareil? Mais pourquoi pas? Et il y a des gens qui adhèrent à notre vision. Il y a le citoyen lambda qui sera prêt. Quand Gueye devait se présenter à la présidentielle et qu'on était coupé par toute la communauté internationale, qui a cotisé pour organiser les élections? C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Plus il y aura des barrières, plus ils mettront des conditions difficiles, plus nous pourrons sauter ces barrières. Tout à l'heure, vous avez parlé de la paupérisation de cette population. Oui. Et vous moi, je suis contre. Vous allez encore lui demander de sortir de l'argent? Moi, je suis contre cette caution. Moi, je suis contre cette caution. Aujourd'hui, je suis en France. En France, j'aurais préféré que le président, on plafonne les dépenses liées à une élection, une campagne. Parce qu'en France, on plafonne. C'est-à-dire, on dit les candidats, vous avez un montant à ne pas dépasser. La Côte d'Ivoire n'est pas la France. Oui. Mais quand il parle du Bénin,
Il prend exemple sur le Bénin pour dire qu'au Bénin, la caution est élevée, que oui, n'importe qui ne peut pas se présenter. La Côte d'Ivoire n'est pas le Bénin. Houphouët-Boigny, c'est sous Houphouët qu'on a décidé les 20 millions. Il faut donner la chance à tous les enfants de ce pays qui ont des idées, une vision pour la nation de pouvoir se présenter. Vous pouvez avoir des idées, certes, mais je vous parle de la commission électorale qui régit une élection en Côte d'Ivoire qui se prononce, madame. Vous n'y êtes pas favorable, vous n'avez aucun représentant. Qui vous dit que je n'ai pas de commissaire locaux? Qu'est-ce que vous comptez faire pour les femmes et à partir ou à travers votre positionnement, quel message vous voulez lancer aux femmes? Quelle est la moralité que vous voulez que les femmes... Concernant le message, je l'ai déjà mis dans un manuel que j'ai fait à l'endroit des femmes. Je leur dis d'oser la politique, d'avoir de l'audace. Nous parlons du genre, mais où sont les femmes? Il faut qu'on ose. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens veulent entendre la voix des femmes. On a trop entendu la voix des hommes. Qu'est-ce que ça nous a envoyé? Des petites balades, des querelles, des trucs. Il faut que les femmes se lèvent. Et moi, je crois pertinemment qu'une femme ivoirienne peut conduire le navire ivoire. Étant leader du parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, étant femme, nous avons dans notre projet de société l'aspect droit des femmes. Comment travailler à l'amélioration des droits des femmes. Vous voyez que on découvre, mais ça existait longtemps, on découvre les violences faites aux femmes. La Côte d'Ivoire est comme sonnée de voir que les femmes sont battues et autres, alors que c'est quelque chose qui existait, mais grâce aux réseaux sociaux, de plus en plus, elles osent s'affirmer, parler de ce problème. Nous voulons qu'il y ait une amélioration des conditions de vie des femmes. Ça, c'est une volonté politique? Oui. C'est pour ça que nous disons que... C'est une volonté politique liée au programme de société ou de la candidate. Oui, et ça, nous avons ça dans notre programme de société. Nous, par exemple, dans notre programme de société, nous parlons de la famille. Et je vous avoue que, étant même centristes, nous sommes aussi conservateurs sur le domaine de la famille. Pour nous, la famille, c'est la famille traditionnelle. Un homme, une femme. Donc, UNCI ne sera jamais dans les familles que l'on voit papa, papa, maman, maman. Nous sommes pour la famille traditionnelle. Vous ne voulez pas... Vous êtes pour la polygamie? Non, la famille traditionnelle, un homme, une femme. Et la famille moderne, un homme, 3 femmes, 4 femmes? La famille moderne, c'est un homme, une femme, une femme. Ah, c'est ça? D'accord. C'est ce qu'on voit dans la famille moderne. Bon, alors madame, au terme de notre entretien, on vous découvre pour la première fois et vous avez un parti politique qui s'appelle Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes des passages, on m'a fait entendre que vous êtes en train d'entreprendre une tournée européenne. Tous les bons vents vous accompagnent pour que vous réussissiez à convaincre vos compatriotes ivoiriens à adhérer à cette idéologie que vous défendez, que vous êtes en train de promouvoir. Et quels sont le contenu du programme qui reste pour que vous retourniez en Côte d'Ivoire et pensez-vous pouvoir rentrer chez vous quand vous descendrez de l'avion pour aller chez vous à la maison en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. L'Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, le parti UNCI, est face au défi de l'implantation des délégations extérieures au niveau de la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora ivoirienne est devenue très forte. Et comme je le dis, tout politique se doit de venir à Paris, Paris considéré comme la Mecque des politiciens maintenant, parce que cette diaspora est là. Nous sommes là pour la courtiser, mais nous sommes là pour travailler avec elle. Nous avons compris le cri de cœur des Ivoiriens. Les Ivoiriens disent qu'ils veulent de nouveaux leaders, avec de nouveaux visages et des mentalités nouvelles. Les Ivoiriens sont fatigués de ce que nos aînés ont pu faire. Nous disons que nous, notre génération, les 40 à 52 ans, 55 ans, nous ne devons pas mener les mêmes erreurs, sinon faire les mêmes erreurs qu'ont commis nos leaders, qui nous ont conduits dans une faillite morale, identitaire, économique. Nous sommes la génération des réseaux sociaux, nous sommes la génération bercée par le multipartisme et nous devons ensemble, que ce soit nous rester au pays et la diaspora ivoirienne, nous battre et puis montrer ce que c'est que la politique. Nous sommes pour la démocratie.
Alors, cette tournée qui a débuté sur Paris va s'étendre sur d'autres pays, tels que la Belgique et tels que l'Italie et les pays scandinaves que nous allons regrouper. Nous appelons la diaspora ivoirienne à adhérer à l'UNC. Parce que nous avons besoin de la somme de leur expérience, de leur enrichissement. Ils sont ici dans un pays de droit, de démocratie. Là, vous vous adressez à vos compatriotes en tant que président de la République. En tant que leader d'un parti politique d'abord. En tant que président de la République, ça se fera au soir du 30 octobre 2020. Maintenant, si tout se passe bien, et nous souhaitons que notre pays vraiment retrouve la paix, que la paix soit consolidée, nous souhaitons qu'il y ait des élections justes, transparentes, et que le verdict des urnes soit accepté par tous les leaders politiques. Et pour répondre à la réponse du journaliste, quand je rentre à Abidjan, il ne sera rien fait. Il ne sera rien fait. Je descends du tarmac de l'avion, là. C'est comment on appelle ça alors? Je descends des tarmac. Vous descendez, vous présentez votre passeport, vous rentrez? Je rentre. D'accord. Donc, si vous ne rentrez pas dans une coalition quelconque, le RHDP vous tente? Pas du tout, je ne suis pas RHDP. Et le EDS vous tente? On verra. Henri Koné Bédié vous tente? Notre papa, le doyen. Il vous tente? On verra. Bien, on verra. Nous, on a vu. C'est une dame qui a du répondant, c'est une femme qui ose, c'est une femme qui veut absolument apporter un souffle nouveau dans cette compétition où tout le monde a des dents très longues, comme je le caricaturais tout à l'heure. La politique ivoirienne, c'est comme une mare pleine de crocodiles affamés. Quiconque tombe dedans, qui ne sait pas s'y prendre, se fait avaler. J'espère que madame ne va pas se faire avaler. Nous l'attendons. Tous les bons vents de ce monde l'accompagnent et que son message soit perçu comme un message de délivrance pour apporter la paix et la réconciliation, l'amour à son pays. Merci et à très bientôt.